Et bonjour, on est super heureux de vous retrouver. On est arrivé au Sable d'Olonne. Derrière nous, le bateau Water Family de Benjamin Dutrot, le super beau bateau Omia Water Family qui va prendre le départ du Vendée Globe et qui nous a rejoint dans la nuit pour réaliser les derniers kilomètres avec nous. Grégory Toureau, hydrobiologiste. Grégory, est-ce que tu peux te présenter? Tu arrives tout droit des Alpes. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc Grégory Toureau, je suis plongeur hydrobiologiste. Donc, en fait, j'étudie les poissons et les invertébrés comme indicateur de la qualité des milieux. Quel type de milieu en particulier toi tu étudies? Rivières et lacs essentiellement. Donc les milieux continentaux. Et notamment les milieux d'altitude et particulièrement les lacs de montagne. Il me semble aussi que tu es plongeur professionnel. Oui, voilà. Exactement. Parfait. Ce qui me permet de coupler toutes les disciplines et de couvrir à peu près tous les terrains. Alors pendant cette odyssée, Greg, tu nous as rejoint à la fin. On a vu des similitudes assez étonnantes et incroyables entre les problématiques, les enjeux qu'on retrouve en montagne et qu'on retrouve au bord de l'océan. On a remonté la côte atlantique. On a été frappé notamment par le sujet de l'érosion au niveau du recul du trait de côte. On s'est arrêté à une plage où il y avait plus de 38 mètres de recul de trait de côte, parfois en un hiver ou en une année. Ça nous a beaucoup touché, ça nous a fait penser au recul de nos glaciers en épaisseur et en altitude. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du point commun et puis de ce qui relie finalement ces deux phénomènes? D'accord, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui est vraiment particulier au cycle de l'eau, c'est qu'il intègre en fait toutes nos problématiques et on peut dire que quelque part le cycle de l'eau est à notre image. Il va intégrer à la fois les contraintes climatiques, les contraintes géomorphologiques comme tu l'exposais par rapport au transport solide, au transport du sable qui vient directement des rivières, qu'on peut ralentir par l'intermédiaire des barrages. Et l'analogie avec les glaciers, c'est vrai qu'elle est particulièrement intéressante parce qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qu'on se rend assez peu compte, c'est qu'en fait on est dans une phase de déstockage glaciaire. Donc notamment pour les milieux comme le Rhône ou le Rhin qui sont typiquement glaciaires, on est dans une période d'excédent d'eau quelque part. Et on a aussi des conflits. Et c'est pour ça que du coup les actions qui se passent en montagne avec le recul glaciaire influencent à la fois les vallées et aussi les océans, par l'intermédiaire de la qualité d'eau, par l'intermédiaire de la quantité d'eau. Et en fait tout est relié, interconnecté à un moment donné. C'est un petit peu l'effet papillon. Dès qu'on va déplacer le curseur à un endroit, automatiquement il va bouger à un autre endroit. Reste à savoir où et comment. Alors peut-être pour préciser, quand tu nous parles de déstockage des glaciers, ça paraît un petit peu, on ne vend pas des glaciers en fin de stock, c'est pas ça. Déstockage, c'est parce qu'il y a une fonte importante, accélérée des glaciers, c'est ça le mot déstockage? Ça fait quelques années qu'on avait déjà constaté la fonte glaciaire, c'est quelque chose qui devient récurrent, on entend beaucoup parler dans les différents médias, mais le lien entre le cycle de l'eau n'est pas toujours fait. Donc ça veut dire que quand les glaciers fondent, automatiquement on a un excédent d'eau dans les vallées par rapport à on peut qualifier d'une normale, et qu'à l'inverse, à un moment le glacier aura perdu de son volume et de sa masse, parce que c'est là où on appelle un stockage, parce que c'est ce rôle, il stocke et il déstocke en été, il stocke en hiver et il déstocke en été. Et par contre, à partir du moment où on a atteint ce qu'on appelle le water peak, donc le moment où on commence à perdre de la glace, les débits vont commencer à diminuer. Et là, du coup, c'est une diminution de la quantité d'eau dans toutes les vallées. Et à l'échelle du Rhône, ça intègre l'Arve, ça intègre pas mal d'affluents, le Rhône en lui-même qui prend sa source sur un glacier. Et actuellement, on a beaucoup d'eau en été, même un excédent d'eau en été, d'eau très froide d'ailleurs, qui permet de rafraîchir aussi le cycle de l'eau à la base. Mais du coup, si on enlève cette manne, automatiquement, on se retrouve avec une quantité d'eau qui sera beaucoup moindre, des températures qui vont aussi s'élever. Et ce qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est que tous nos rejets, qu'ils soient industriels, les stations d'épuration, ont tout été dimensionnés par rapport à un débit normal d'un cours d'eau. Mais à partir du moment où on réduit ce volume d'eau, automatiquement, on va aussi concentrer nos rejets. Donc c'est là où le cycle de l'eau tel qu'on le voit aujourd'hui est en train d'évoluer, il est encore amené à évoluer et c'est là où on doit nous savoir nous adapter et anticiper ça. Et c'est pour ça que le travail qu'on fait avec les enfants à la Water Family est pour moi essentiel, parce que chaque enfant qui sera sensibilisé va pouvoir porter un petit peu le message autour de lui et faire circuler les informations, ce qui est capital. Merci. Alors tu introduisais le sujet justement un petit peu de la gestion de l'eau en montagne comme au bord de l'océan. On a vu un autre point commun, c'est finalement les besoins en eau ou les besoins en traitement des eaux usées qui vont être démultipliés en période touristique. On a des communes à la montagne ou en bord de mer qui passent de 2000 habitants à 20 000 voire 40 50 000 habitants en l'espace de quelques jours, ce qui implique une forte demande en eau potable et une forte
charge en traitement des eaux usées. Qu'est-ce que ça implique? Et toi qui vas analyser souvent des cours d'eau, qu'est-ce que tu constates avec l'impact de ces flux touristiques dans ces périodes de pic touristique? L'assainissement, c'est un problème qui est vraiment particulier. Donc les stations d'assainissement, elles sont faites pour traiter la matière organique. Donc en fait, ce qu'on va rejeter nous, c'est le pipi caca en gros, voilà. Et c'est des bactéries qui vont faire ce travail dans les stations d'épuration. Donc en gros, une station d'épuration va cultiver ces bactéries et essayer de les booster pour qu'elles puissent ingérer toute la matière organique. Maintenant, ces bactéries, elles ont un cycle de vie, leur faut du temps pour se développer, elles ont un temps de réaction par rapport à ce qu'elles vont devoir manger. Donc c'est là où en montagne, quand on va multiplier par 2 ou par 3 la population en l'espace d'une semaine, même pas, de quelques jours, et là les bactéries, il va falloir le temps qu'elles se mettent en route, qu'elles arrivent à digérer cet excédent et puis qu'elles puissent le convertir en matière minérale. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut 15 jours à 3 semaines pour que ces bactéries prennent le relais et soient au plein de leur activité pour digérer tout ça. Par contre, du coup, si au bout de 3 semaines, tout le monde repart, c'est l'effet inverse. On va avoir beaucoup trop d'eau claire qui vont arriver, ou beaucoup moins d'eau, et là nos bactéries elles vont chuter. Donc on est toujours en train d'essayer de réguler. Donc à l'heure actuelle, sur l'assainissement, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits en montagne, avec des gros efforts, notamment des stations d'épuration qui maintenant sont couvertes et chauffées justement pour préserver les bactéries et faciliter le traitement. Ouais. Mais on se rend compte quand même que sur les cours d'eau en montagne, on a des impacts. Quand on fait les suivis d'invertébrés en aval des stations d'épuration, on constate assez nettement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les stations d'épuration sont dimensionnées par rapport à un milieu récepteur, donc une taille de rivière qui va permettre de finir un petit peu le traitement, parce que ces rivières, elles ont une faculté qui est magique, c'est ce qu'on appelle l'auto-épuration. L'auto-épuration, oui. Voilà, avec le courant et l'oxygène, justement, elles vont permettre de convertir cet excédent de matière organique, donc on va avoir des impacts qui peuvent être localisés sur quelques kilomètres, mais qui seront digérés ensuite. Et c'est là où il faut faire attention et pas de remettre des rejets sur des rejets sur des rejets, parce qu'à un moment donné, notre faculté d'auto-épuration, elle n'arrive pas à suivre. Et c'est pour ça aussi qu'on préfère le faire en rivière que sur des lacs, qui vont eux avoir tendance à stocker plutôt qu'à digérer toute cette matière. Et au niveau des bords de mer, on a eu le témoignage de Vincent Duvignac, un surfeur professionnel, qui nous disait que sur ces petits cours d'eau finalement qui vont des lacs à l'océan, on a beaucoup de rejets, beaucoup de pollution, et que cette pollution elle n'arrive pas à être digérée dans ces pics. Toi qui vas analyser ces petits cours d'eau, peut-être pas au bord de l'océan mais en montagne, qu'est-ce que tu constates quand tu vas analyser ces cours d'eau où il y a des rejets? Qu'est-ce que tu constates au niveau de la faune notamment? Quels sont les impacts immédiats que tu constates quand on a finalement un surplus d'eau qui n'ont pas été totalement traités ou qui malheureusement ne le seront que partiellement? Alors, pour la biodiversité, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que la pollution qui est visible. Souvent la plus dangereuse, c'est la pollution invisible. Donc c'est les micropolluants, des choses qui sont issues de la pétrochimie ou de produits médicamenteux qui ne sont pas traités par les stations d'épuration, qui eux peuvent se retrouver dans les milieux et puis qui peuvent avoir une rémanence qui est très très longue. Et ça va affecter toute la chaîne alimentaire, des invertébrés aux poissons. Et c'est ce qu'on se rend compte, c'est que même si on a fait des gros progrès au niveau de l'assainissement, au niveau de la biodiversité des cours d'eau, que ce soit les invertébrés et les poissons, on continue à avoir une érosion de cette biodiversité, notamment sur les taxons sur les espèces les plus sensibles, en gros. Les plus fragiles. Voilà, les plus fragiles, mais qui pour nous sont les plus intéressantes, parce que c'est justement des bioindicateurs. C'est ces espèces-là qui vont nous dire que ça se passe bien, parce qu'elles vont avoir par exemple, comme certains plécoptères, des cycles de vie de 3 ans. Larvaires dans l'eau, et elles vont être très exigeantes à la qualité d'eau. Et si pendant ces 3 ans on a perturbé le cycle de vie de cette espèce-là, et automatiquement elle sera amenée à disparaître sur certains bassins. Et tout est corrélé. Tout est corrélé une fois de plus. Ouais. Voilà. Ok, finalement, de ce constat en remontant cette côte atlantique et en t'écoutant parler, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes sur les enjeux à la montagne, les enjeux en bord de mer et sur ce qui les relie avec tous nos fleuves et toutes nos rivières. Alors une autre question, Greg, si je te dis l'écologie comme matière première à l'école, qu'est-ce que tu en penses? Capital, indispensable même, parce que c'est vrai que l'école fait du très bon travail, on apprend nos jeunes à s'en sortir dans la vie, on leur apprend les maths, la lecture, à lire, à écrire, à conjuguer, on leur apprend la physique, la chimie, mais au final on n'apprend pas aux enfants à vivre dans leur milieu, dans leur écosystème. Et justement, c'est ce lien avec la nature, avec ces écosystèmes, qui fait que on est mieux amené à les préserver. C'est ce que je pense, donc la conviction forte, c'est en comprenant ces milieux
qu'on est le plus à même à les préserver, à les protéger. Mais ça passe par la compréhension. Si on n'a pas conscience de tous ces mécanismes, on ne peut pas comprendre la globalité. Et c'est là que la Terre est liée à l'océan, de par nos modes de vie, de par la qualité de l'air. Parce que c'est pareil, quand on parle de pollution atmosphérique et de particules fines, tout le monde attend la pluie pour que ces particules fines soient lessivées, pour qu'elles soient chassées. Mais quand elles vont être chassées, moi je sais qu'en quelques heures, les habitants des rivières, eux, vont prendre ce qui a été concentré pendant plusieurs semaines. Et c'est un peu le problème avec le lessivage de nos routes et les hydrocarbures. Et c'est là où tout a un impact, tout est relié et corrélé. À un moment donné, la Terre a un lien direct avec l'océan. Et c'est là où justement la sensibilisation et la compréhension de ces phénomènes-là est capitale pour les enfants. Donc on va continuer notre travail dans ce sens. Du coup, je crois que tu l'as lu et relu. J'ai un petit cadeau pour toi. Tu l'as lu et relu, corrigé, complété. Voilà l'un des tout premiers exemplaires imprimés du nouveau carnet programme pédagogique Terre-Océan. Du coup, je suis heureuse de te l'offrir aujourd'hui. Et comme tu connais déjà son contenu, tu peux peut-être nous dire un petit mot sur ce nouveau programme pédagogique. Et ben justement, c'est là où ce programme il est très intéressant parce qu'il fait le lien entre la Terre et l'océan. Et c'est aussi des choses qu'on veut développer dans les Alpes, peut-être plus axé sur les milieux justement lacustres et rivières, un petit peu pour les adapter. Et c'est une pédagogie qui est vraiment intéressante pour les enfants, on en raconte une histoire, et là je pense que tu vas faire une heureuse, c'est ma fille qui a 10 ans, et qui l'a déjà relu, mais qui va adorer remettre le nez dedans pour la version finale. Qui a fait partie des jeunes lectrices qui nous ont aidés à construire ce beau projet. En tout cas, nous on l'emmène dans les Alpes. Parce que Terre-Océan, ça servira tout autant dans les Alpes pour notre pédagogie et on va travailler pour développer le prochain programme qui devrait être le programme Lac et Montagne. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et merci beaucoup d'épauler la Water Family avec tous tes magnifiques apports scientifiques et la capacité de vulgarisation pour faire passer des messages. Merci beaucoup. Merci à vous.